Il est 20h30 sur RCF. Nous prenons maintenant la direction de Bruxelles pour le magazine Quitte ton canapé. Et je vous laisse en compagnie d'Anne-Claire Léo et Léo Potier. Très belle soirée et à demain. Bonsoir Léo. Bonsoir Anne. Et bonsoir à toutes et à tous. Soyez tous et toutes les bienvenus à Bruxelles et plus particulièrement dans la commune d'Anderlecht, une des 19 qui composent notre belle capitale belge. Bienvenue dans l'écrin vert qui encercle la collégiale Saint-Pierre et Guidon d'Anderlecht et on vous souhaite de rester un petit peu longtemps avec nous car il y a du bon sur nos ondes. Quitte ton canapé, c'est un véritable tour de France et de Belgique de la jeunesse que vous propose RCF à l'occasion du synode des jeunes convoqué par le pape François pour octobre prochain à Rome. Un synode qui a pour thème les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Dans 2 minutes, on vous donne le sommaire de cette émission, mais tout de suite, on va démarrer en musique, en live avec le groupe Open. Ils sont 4 frangins, Charles, Armand, Camille et Antoine. Ils ont créé Open pour répondre à l'appel du pape François lancé aux jeunes à mettre leur talent au service de l'évangile. Merci à Open d'être avec nous. On peut les applaudir bien fort, je pense aussi, également. Et ils vont commencer par chanter Merveilleux Sauveur. Rappelle-moi que tu bénis ma vie, rappelle-moi cette chance. Enseigne-moi, apprends-moi à sourire, à t'aimer comme un enfant. Rappelle-moi que tu bénis ma vie, rappelle-moi cette chance. Enseigne-moi, apprends-moi à sourire, à t'aimer comme un enfant. Je place ma vie en toi, c'est certain. Je pose mon cœur en tes mains. Je redis oui, tu es mon chemin pour aujourd'hui et demain. Merveilleux Sauveur, brille en moi. Ô divin Seigneur, guéris-moi. Prends soin de mes peurs, de mes joies. J'ai confiance en toi. Rappelle-moi ce qui est dans mon cœur, rappelle-moi les merveilles que par ta main tu déposes à chaque heure pour m'élever jusqu'au ciel. Je place ma vie en toi, c'est certain. Je pose mon cœur en tes mains. Je redis oui, tu es mon chemin pour aujourd'hui et demain. Merveilleux Sauveur, brille en moi. Ô divin Seigneur, guéris-moi. Prends soin de mes peurs, de mes joies. J'ai confiance en toi. Je place ma vie en toi, c'est certain. Je pose mon cœur en tes mains. Je redis oui, tu es mon chemin pour aujourd'hui et demain. Merveilleux Sauveur, brille en moi. Ô divin Seigneur, guéris-moi. Prends soin de mes peurs, de mes joies. J'ai confiance en toi. Le groupe Open, mesdames et messieurs, bravo!
canapé, le billet d'humeur. Et c'est le père Jason qu'on va accueillir pour nous aider à entrer dans la réalité bruxelloise, pour nous dévoiler un peu de cette ville mystérieuse et de ceux qui la peuplent. Alors, le père Jason, c'est un bon choix pour nous à Bruxelles, et plus précisément à Anderlecht, puisque c'est un co-responsable d'unité pastorale, un équivalent de diocèse en France, et puis c'est aussi un co-responsable de pastoral des jeunes, donc il est tout désigné pour l'exercice. Bonjour Père Jason. Bonjour Léo. Vous avez 3 minutes en face de nous pour nous parler justement de ces personnes que vous croisez et un petit peu d'Anderlecht. C'est parti. Exactement. Donc voilà, ce qui est vraiment mystérieux d'un côté, c'est que la ville de Bruxelles est divisée par un canal. Et donc lorsqu'on parle vraiment d'y aller à Anderlecht, de l'autre côté du canal, bien quand je l'ai promotionné, Quitte ton canapé et le concert Open, il y a tous les jeunes qui sont un peu bougés. Et tout de suite à l'internet, on allait, ils vont acheter le ticket, ben non, ils allaient sur Ryanair pour pouvoir checker en city trip à Anderlecht. Je dis, mais non, Anderlecht, mais c'est à côté de la grande ville de Bruxelles. On n'est pas si loin. Donc, tout à l'heure, on était à l'accueil au métro ligne 5. On croyait qu'on est vraiment à l'aéroport. Tout le monde nous parle anglais. Et quand on dit, non, écoute, ici, on parle français. C'est la même ville encore. Et donc, voilà, c'est pour plus ou moins vous donner un peu les couleurs de ce côté de Bruxelles. Quand on dit l'ouest de Bruxelles, on dit c'est trop loin. Mais quand on prend le métro, il y a quelques arrêts pour pouvoir arriver ici à Anderlecht, surtout dans cette unité pastorale. Donc, on se trouve maintenant dans le vieux centre d'Anderlecht avec cette magnifique collégiale de Saint-Pierre et Saint-Guidon. Et là, on m'a fait une petite blague quand je suis arrivé à Saint-Guidon. Je connaissais très peu de l'histoire, en tout cas de la collégiale dont l'évêque m'avait nommé pour venir ici, n'est-ce pas, Jean? Donc là, on me dit, tu vas à Saint-Pierre-et-Saint-Guidon. Quelqu'un m'a dit, tu vas chez le patron des cyclistes. Et j'ai dit, le patron des cyclistes m'a dit, oui, tu vas chez Saint-Guidon, le guidon. Moi, je n'avais pas calculé. Puis le pire de tout, c'est qu'ici, on me fait les blagues. Quand j'arrive, je ne connaissais pas Anderlecht. Donc là, les mauves, les rouges, les standards, toutes ces petites choses, c'est les équipes d'ici de Belgique, les équipes locales. Puis les scouts de Wavre me disent, oui, le foot, exactement. Attention, on est à côté du 12e sanctuaire le plus important d'Anderlecht, les stades d'Anderlecht, les mauves, mais je ne savais rien à ce moment-là. Puis les scouts de Wavre, j'étais avant, m'ont dit, si tu veux mettre tes paroissiens dans la poche, une fois que tu as fait la bénédiction, dis à ta première messe, standard champion. Eh bien, moi, comme un fou, j'ai dit, cher paroissien, en manière vraiment pour être accueilli dans cette église, standard champion. Tout le monde s'est mis à ouh et ouh. Et à ce moment-là, le curé m'a dit, le premier supporter de Anderlecht, les mauves, c'est moi. Jason, ça part mal. Mais pour dire, voilà, on est dans une équipe de 8 paroisses ici, une unité pastorale, vraiment où ça vit. Beaucoup de chrétiens qui viennent prier. Et vraiment, pour l'instant, l'unité pastorale se redynamise. Et on est vraiment très, très, très heureux d'accueillir Quitte ton canapé ce soir. Voilà, merci à tous pour ce petit moment. Merci beaucoup, Père Jason. Nous voici donc partis pour 1h30 d'émission dans laquelle on vous propose des reportages, des chroniques, des interviews, de la musique et surtout beaucoup d'échanges sur le plateau avec nos invités de ce soir et également avec ceux qui dans la salle voudront prendre la parole. Alors il est temps maintenant de faire connaissance avec ceux qui ont pris place dans les canapes de l'émission. Ils sont 7, 6 jeunes et un évêque. Bonsoir à vous 7. Bonsoir. Alors Léo, qui sont ces jeunes bruxellois qui ont accepté de prendre la parole ce soir dans Quitte ton canapé? Eh bien ma chère Anne, pour éviter de faire un catalogue à l'après-vert, on a regroupé tout le monde pour essayer de dresser un portrait commun de vous 6, chers jeunes. Déjà, juste pour dire, on voulait faire Quitte ton canapé pour être représentatif et notamment vous êtes en parité stricte, 3 garçons, 3 filles. Vous avez entre 21 et 29 ans, vous êtes belge ou non, vous vivez dans le centre de Bruxelles ou comme de l'autre côté du canal de Molenbeek ou d'Anderlecht. Nous avons des doctorants, institutrices, étudiants, businessmen, businesswomen. On a par exemple une jeune qui travaille dans le commerce des pièces d'avion pour le compte de l'aéroport de Charleroi, un autre qui poursuit un doctorat en économie à Mons, pratiquant assidu ou flexible. Un point les rassemble, ces jeunes, c'est la grande famille chrétienne. Je vous demande de les applaudir. Linda, Stanislas, Sophie, Malo, Apolline et Jean Pacifique. Soyez les bienvenus. Et puis Léo, il y a avec nous Monseigneur Jean Coquerolles, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, en charge de la pastorale des jeunes. Ravi de vous avoir avec nous, Monseigneur, bonsoir. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur notre plateau, dans un moment spécial, puisqu'on va avoir pas mal d'échanges ensemble, notamment aussi avec nos vaillants jeunes qui sont avec nous en plateau. Déjà, petite question, vous voulez ajouter des petites choses au billet d'humeur présentation d'Anderlecht par le Père Jason tout à l'heure? Mais je crois que le Père Jason a trouvé la formule bruxelloise à Quitte ton canapé, c'est traverse le canal.
Le canal qui va nous intéresser d'ailleurs dans cette première demi-heure au travers de la présentation qu'on souhaiterait faire de Bruxelles, d'Anderlecht, de ce fameux canal. Aussi, on parle beaucoup synode, monseigneur, également au terme de cette émission. Je voudrais savoir comment vous le vivez, notamment au travers de ces jeunes que vous fréquentez au travers de la pastorale des jeunes et puis surtout la place des jeunes dans votre archidiocèse. Je suis donc référendaire, comme on le dit en Belgique, pour les jeunes francophones en Belgique. Et à ce titre-là, j'ai été élu par mes pairs, par les évêques de Belgique, d'octobre. Et depuis lors, je stresse un peu, j'avoue, parce qu'il paraît qu'au synode, tous les évêques doivent prendre la parole, mais 8 minutes chrono maximum. Alors, depuis lors, je me creuse la tête, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'original, de percutant, d'interpellant? Et j'espère que le pape m'écoutera aussi. Alors, pour préparer tout ça, on a lancé un grand questionnaire auquel on répond par Internet, mais aussi je vais à la rencontre de beaucoup de groupes, de beaucoup de jeunes. J'essaye surtout de les rencontrer là où ils sont. Quand une école m'invite, c'est une priorité. Je lâche tous mes autres engagements pour aller à leur rencontre. De même pour les mouvements de jeunesse. Quitte ton canapé, ce soir, c'est à Bruxelles. Dans cette première partie d'émission, je le disais, on va s'attacher à comprendre c'est quoi être jeune catho à Bruxelles. Et il n'y a pas vraiment de réponse facile à cette question, vu que Bruxelles, c'est une capitale pleine de carrefours, qui soit culturels, qui soit linguistiques, qui soit pour des gens de différentes origines. On va tenter d'illustrer ça avec ces jeunes que Jean-Guillaume Demailly de RCF Bruxelles a rencontrés. Que de mieux de dire que c'est un melting pot de tout et de n'importe quoi, un peu pas de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les religions, de toutes les philosophies, et bizarrement, ça arrive à vivre ensemble. J'aime beaucoup Bruxelles quand il y a du soleil. C'est vraiment un petit moment qu'il faut... Voilà, il faut en profiter. Alors Bruxelles, c'est multiculturel avec beaucoup de choses entreprises. Je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de travail, je trouve, par rapport en province. C'est une ville qui est intéressante, qui est un petit peu un grand puzzle de styles, de formes, de couleurs. C'est une belle ville qui est chaleureuse et qui a plein de chouettes Stroetekes. Alors, une Stroeteke, c'est une petite rue. En bruxellaire. Pour moi, je me trouve à la maison, bizarrement, même si je suis philippine, pour moi qui vient d'un pays chaud et très différent. La première fois que j'ai fait visiter la Grand Place à des amis étrangers, ils ont vraiment été émerveillés par cette Grand Place qui, moi, me semble assez banale puisque j'y passe souvent. Est-ce que vous investissez dans l'église ou dans la foi ? Oui, donc du coup, je participe à une colocation. Donc je suis dans une colocation chrétienne avec les sœurs salésiennes de Don Bosco. Alors concrètement, je suis toujours actif dans le scoutisme. Chez les Scouts d'Europe. Vous dites qu'à l'aumônerie étudiante d'Alma, il n'y a que des Français, ou presque. Justement parce que c'est des étudiants étrangers qui arrivent sur le campus et qui ont besoin d'un point de repère et qui du coup cherchent ce point de repère à l'aumônerie. Je viens d'un pays, comme on a dit avant, de la Roumanie, où la pratique religieuse est très vivante. Et j'ai eu la chance de trouver cette communauté. C'est une communauté roumaine de rite byzantin, catholique de rite byzantin. Elle est toujours en lien, elle nous aide plutôt, c'est un passage, disons, pour l'intégration. La première intervenante ou le premier intervenant disait un melting pot de tout et n'importe quoi. C'est ça, Bruxelles. Vous qui êtes dans les canapes, est-ce que ça vous parle ? Enfin, est-ce que puis peut-être d'autres choses que vous avez entendues. Est-ce que ça parle bien de votre ville ? Et vous, pourquoi vous aimez vivre ici ? Ou peut-être pourquoi vous n'aimez pas, mais vous avez l'air plutôt heureux. Qui veut se lancer à répondre ? Apolline, peut-être, qui est française d'origine. Oui, c'est ça. Je suis arrivée il y a 2 ans, en juin 2016, pour le travail, arrivant de Paris. Et c'était pas ma première expérience d'une ville où la diversité est là, ça c'est sûr. J'ai vécu 1 an à Montréal où j'ai retrouvé aussi des communautés différentes, de langues aussi différentes, francophones, anglophones. Donc j'avais déjà un assez bon aperçu de ce que ça pouvait être. Et en fait, à Bruxelles, je trouve vraiment ce qui me correspond. J'aime les différences qu'on peut y trouver. Et puis, j'ai eu la chance de trouver ce noyau aussi dont certains jeunes parlaient dans les interviews de rue. Voilà, avec la foi, ça c'est sûr, le pôle jeune XL qui m'apporte beaucoup. Un rassemblement finalement de jeunes engagés. Et là, c'est vraiment...
on retrouve une certaine unité, quoi. Le pôle Jolines XL, dont on aura l'occasion d'entendre un petit peu tout à l'heure. Une vraie diversité. Est-ce que c'est facile de s'adapter, notamment quand on est française, qu'on débarque à Bruxelles, Apolline? On se prend beaucoup de remarques quand même quand on arrive en tant que Française. Genre, je veux savoir quoi. Du genre. Encore ou qu'est-ce que tu fais là finalement, parce que c'est dur. Bah oui, parce que moi je suis pas parisienne en plus, je viens de province, je viens de La Rochelle, il fait beau, tout ça, donc les gens me posent la question, mais pourquoi tu viens ici, un pays où justement ça a été dit, le soleil se fait rare, plus ou moins. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais enfin voilà. On a un ami à RCF Bruxelles qui dit c'est des 4 saisons en une journée. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est dit sur le ton de la méchanceté? Non, bien sûr. Enfin, je me suis vraiment sentie accueillie quand je suis arrivée ici. Ça, c'est important de le souligner. Donc forcément, effectivement, il y a beaucoup de Français. Peut-être que ça fait overdose parfois, mais j'ai vraiment pas, je me suis pas sentie rejetée, au contraire. Quitte ton canapé, reportage. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe avec les institutions de l'Union européenne. Ces dernières ont amené la renommée et la prospérité à la ville, mais il ne faut pas oublier cette autre réalité. Sur 10 enfants nés ici, 4 vivent sous le seuil de pauvreté, c'est un chiffre de 2017. Dans la capitale bruxelloise, la séparation ne se fait pas par un périphérique comme à Paris, mais par le canal, on l'a déjà dit. On a coutume de dire que c'est lui qui marquerait la frontière entre pauvreté et richesse, quartier favorisé ou défavorisé. L'unité pastorale Bruxelles-Ouest, où nous nous trouvons ce soir, regroupe des communes plus pauvres de Bruxelles. Ce sont les communes qui accueillent généralement les nouveaux arrivants, mais c'est aussi le lieu d'un grand dynamisme, y compris spirituel. Jean-Guillaume Demailly est allé y promener son micro. Où est-ce que vous investissez pour vivre votre foi? Principalement à l'unité pastorale Père Damien où on se trouve maintenant, donc à la basilique de Kuckelberg, mais aussi à Sainte-Anne, Sainte-Agathe et Saint-Martin. Donc c'est des paroisses qui se trouvent à Bruxelles, du côté ouest de Bruxelles, pas sur Molenbeek, mais sur Kuckelberg, Gansoren et Berchem-Sainte-Agathe. Moi, je fréquente l'unité pastorale Père Damien. Et là, il y a beaucoup de différentes nationalités qui fréquentent l'église. On est, donc, si je commence ici avec la basilique, c'est une très grande église qui est très fréquentée. On a la chance d'avoir énormément de paroissiens. Ici, la messe vient de se terminer. On était presque à 1 millier de paroissiens dans l'église. On a également, donc, c'est la plus grosse église de l'unité. Et donc, les 3 autres églises sont également assez fréquentées, surtout à Sainte-Anne, les autres peut-être un peu moins. On a une communauté qui est très africaine, pas seulement. On entend maintenant également la communauté néerlandophone qui commence la messe. Et donc voilà, il y a quand même beaucoup de nationalités. C'est aussi une unité pastorale qui est très active, donc il y a énormément d'activités pour les jeunes, les moins jeunes, les couples, les personnes âgées, etc. etc. Par exemple, à Sainte-Anne, il y a la chorale africaine. Donc il y a beaucoup de chants africains et voilà, en lingala et tout. Donc ça donne aussi une multiculturalité dans la liturgie. Ouais. Père Aurélien Sadnico, vous nous recevez à l'église Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek. C'est une église qui vit dans un quartier interculturel. Ça donne une dimension particulière à la vie de la communauté. Oui, j'ai toujours dit, notre mission ici en tant que chrétien, c'est d'être témoin du Christ dans ce quartier multiculturel. Nous essayons, n'est-ce pas, de favoriser la rencontre entre tous ceux qui habitent notre commune, pas seulement les chrétiens, mais aussi et surtout les musulmans qui sont d'ailleurs les plus nombreux. Nous sommes dans une situation de minorité et j'aime bien être dans cette situation, n'est-ce pas? Vous dites qu'il y a beaucoup de différences entre les différentes paroisses de l'unité pastorale. Oui, effectivement, parce que aussi, je crois que c'est par rapport aussi aux communes qu'il y a des différentes communautés aussi. Par exemple, à Berchem-Sainte-Agathe, là-bas, il y a aussi une grande communauté néerlandophone. Donc ça joue beaucoup. À Sainte-Anne, le quartier, c'est un quartier assez musulman. Donc ça joue beaucoup aussi. Et là-bas, on commence aussi en contact avec les musulmans. Par exemple, à la fin d'année, il y avait le souhait des musulmans qui sont venus, un imam des musulmans qui sont venus à nous souhaiter pour le Noël. Et voilà, ça commence une relation avec eux.
Une zone réellement diverse du côté de l'ouest bruxellois. J'en profitais d'ailleurs avec Stanislas. On peut se dire tu, Stanislas, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Non, parce qu'on est à Bruxelles. Il paraît ici, qu'on donc, tutoie beaucoup. Oui, en non, mais il n'y a Belgique. pas de souci. On a essayé de Peut-être m'éduquer, en France, c'est un peu plus difficile, mais il n'y a pas de problème à Bruxelles. J'en profite, Stanislas, parce qu'on a commencé avec la basilique du Sacré-Cœur de Kuckelberg. C'est ton coin, ça? Oui, clairement. C'est comment? C'est très grand. D'abord, c'est une basilique nationale. Et donc, c'est un lieu à Bruxelles, c'est une église qui est énormément fréquentée. Comme nous l'entendions dans le reportage, il y a énormément de communautés africaines, néerlandophones aussi. Et ceci fait qu'il y a vraiment quelque chose qui essaye d'être vécu ensemble. Et je pense que ça fait des années, la fréquentation augmente. Il y a de plus en plus de paroissiens à la basilique. Ça dit peut-être quelque chose de ce qui s'y vit. Vous, c'est là que votre foi a grandi. Qu'est-ce qui, justement, a aidé votre foi à s'épanouir dans ce contexte-là? À titre personnel, je me dis le caractère universel, catholique, de notre foi. Je pense que c'est quelque chose qui a joué énormément, parce qu'à un moment, on peut se poser la question, moi j'ai des origines congolaises, et les messes en Afrique sont très vivantes, très chantantes, peut-être un peu trop, je ne sais pas, mais à un moment, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va vivre à la messe, de l'essentiel, qu'est-ce qu'on va rencontrer. Et je pense que lorsqu'on trouve la réponse à cette question, ça nous aide à dépasser peut-être les musicalités locales, et on entre vraiment dans une rencontre. Ça nous aide vraiment à rentrer dans une rencontre avec le Christ, un Christ qui est vraiment vivant, qu'on va rencontrer à la messe, quoi. Monseigneur Cockrols, vous qui avez à veiller en tant qu'évêque auxiliaire sur tout cet ensemble de Malines-Bruxelles, quelle serait la partition particulière, la couleur particulière que cette unité pastorale de Bruxelles-Ouest apporte au concert de l'Église ici? C'est la provocation de la multiculturalité. Il y a des quartiers beaucoup plus homogènes à l'Est. Ici, à l'Ouest, on est contraint forcé de vivre ensemble, de se rencontrer. L'Église, pourtant, essaye de respecter les communautés d'origine étrangère avec leur langue. J'aime dire, non sans fierté, qu'à Bruxelles, il y a le dimanche la messe en 25 langues différentes. C'est une fierté que j'ai pour dire que ces communautés sont accueillies avec leur culture et leur langue. Mais en même temps, il s'agit de construire des passerelles et de vraiment susciter la communion entre tous. Plusieurs langues parlées, une petite dizaine, effectivement. Je vous propose aussi un petit instant de bruxellaire, puisqu'on est à Bruxelles. Anne, pour vous qui venez de l'Hexagone, de l'autre côté de la frontière, ça me rappelle une blague que j'avais entendue il y a très longtemps. La France est un petit pays coincé entre la Belgique et la Bretagne. Je viens de Bretagne, ça tombe bien. Parfait, bon, on est fait pour s'entendre alors. Question à 1000 balles donc. Anne, en Belgique, qu'est-ce qu'un cote? Je sais pas. Bon. Allez, en Belgique, les étudiants ils vivent en cote. En cote, c'est en flamand, c'est un petit placard à balai, un abri de jardin. Quand on fait ses études, c'est surtout la maison, un lieu où on vit à plusieurs. On étudie, on fait la fête aussi un petit peu, on mange. Oui, je voyais Stanislas qui faisait oui, non de la tête. Et bref, ce sont des lieux d'apprentissage qui sont très riches pour les jeunes adultes. Et c'est justement le pôle jeune d'Ixelles qui va nous intéresser, puisque là-bas, on trouve des cotes à projets qui vont être au service d'une église, c'est l'église Sainte-Croix. Je vous propose une rencontre sur les ondes de RCF. Vous êtes assis sur les marches de l'église, est-ce que vous êtes déjà rentré dedans? Non. Vous savez ce qui est en train de se passer en ce moment dedans? Non, du tout. Et les portes sont pas toujours ouvertes, non. C'est-à-dire quand on vient le soir, je veux dire, en soirée. Rarement les portes sont ouvertes le soir, mais quand c'est ouvert, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, je viens de remarquer, maintenant que vous me dites, c'est que les portes sont ouvertes, oui. Donc il doit y avoir quelque chose. Jean Léger, président du pôle jeune à Ixelles. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le pôle jeune en quelques mots? Le pôle jeune, c'est un groupe de jeunes qui a pour but essentiellement de vivre selon l'évangile. Ça, c'est en une phrase le but. Et donc ça s'articule de différentes manières.
il y a on va dire le cœur du pôle jeune, qui est constitué de jeunes investis dans des cotes et des colocations. Donc il y a 25 personnes qui, en entrant dans ces cotes et colocations, choisissent aussi de servir dans un des pôles du pôle jeune. Et puis autour de ces personnes-là gravitent aussi toutes des personnes qui viennent à la messe, par exemple, le mercredi, et qui participent à la vie du pôle jeune, mais qui sont moins engagés à titre formel. Et le cœur de cet engagement, c'est la messe du mercredi. Et donc c'est là qu'est centralisée la plupart des engagements, bien qu'il y ait aussi des équipes qui sont plus dans la com, un pôle charité aussi. Aziza Moubaliroy. Donc moi, en fait, je fais partie du pôle jeune. Je suis l'une des personnes investies au pôle jeune qui habite dans l'un des côtes, qui est justement le Quattro Vientos, qui se situe juste au-dessus. Lorsqu'on décide d'habiter dans l'un des côtes, on décide aussi de prendre un engagement vers la paroisse. Mais bon, l'engagement peut être de toutes sortes. Donc ça peut être juste s'investir dans la chorale, faire une lecture de temps en temps, cuisiner pour les after-mess. Moi, cette année, j'ai décidé de m'occuper des lectures, donc de la coordination des lectures, de faire un service aussi à la chorale. Et je suis aussi vice-présidente à côté de Jean Léger. Un reportage toujours signé par le Jean-Guillaume de Mailly, c'est celui qui nous fait tous les reportages ici. On le remercie. Les codes, qui est en colloque d'ailleurs, là, parmi nos petits jeunes là. Oui, levez la main, je sais que vous êtes nombreux. Peut-être commencer par Malo. Oui, bonjour. Mais c'est justement là où le code, c'est justement là où on vient d'entendre, non? Oui, donc là, on a eu une interview, donc moi, je ne suis pas dans le Quattro Vientos, mais donc dans la Mezza. Donc on est situé au-dessus de la cure et on est 7 jeunes pros qui tentons de vivre en communauté pour... J'ai bien noté tentons. Non, mais c'est-à-dire que c'est la vie, quoi. Donc il y a tout le temps plein de choses qui se passent et donc on essaye de se rassembler le maximum. Pas toujours autour d'un projet chrétien, mais vraiment pour vivre comme des repas, des activités extra-professionnelles, des visites, tout ce genre de choses. Et on est quand même basé sur une base de foi. Et donc on essaie de vivre chaque année, c'est selon les volontés des personnes qui sont là. Et donc cette année, on fait par exemple une prière tous les matins pour ceux qui veulent. On s'active vraiment à participer au pôle jeune XL et c'est beaucoup plus simple, en tout cas je pense pour moi, de participer sachant que tous mes colocs y participent. Je dois beaucoup moins faire d'efforts pour faire le pas. Et donc voilà, donc là il y a 4 colocs qui sont, on va dire, tenus de participer et puis il y a une série de colocs autour qui sont créés par des personnes qui sont volontaires dans le pôle jeune. C'est quoi la valeur ajoutée d'avoir un code qui est plutôt orienté chrétien, en fait? C'est quoi le plus? Oui, moi, quand j'ai choisi la Mezza, c'est parce que vraiment, c'était chrétien. Je savais que j'allais pouvoir partager des convictions et affirmer ma foi sans devoir à chaque fois aller à tâtons et faire attention que peut-être mon coloc n'est pas chrétien, ne comprend pas ce que je fais là. Et donc, là maintenant, je dois faire pas attention à ça, je dois vraiment être moi-même, quoi. Et donc, c'était ça. Et aussi, ça me permet de me renseigner avec mes colocs sur plein d'activités à faire autour de la foi. Par exemple, on a participé ainsi à des week-ends chorales chrétiennes ou une série de choses qui n'auraient pas été faites si j'étais pas entouré de chrétiens. Linda, peut-être d'un mot, qu'est-ce qui vous a poussé à vivre cette expérience de la vie en côte? Moi, je n'ai jamais été en côte. Ah, ok. Jamais donc été. C'est Apolline qui est en côte. Il y a aussi. Apolline qui est en côte et il y a aussi Sophie, mais c'est sur un autre type de côte encore. Hein. Ouais, c'est un côte normal. Par contre, Apolline, en compagnie de Malo, vous êtes dans le même côte. Oui, je suis aussi à la Mezza. Même question pour Malo, là aussi c'est particulier, justement, de signer pour un code chrétien? Oui, alors, mais surtout c'est ma première expérience de colocation, tout court. Mais c'était important pour moi d'avoir aussi ce pilier de la foi au sein de la coloc, parce que je voulais que ce soit un lieu de croissance aussi pour ma vie spirituelle. Comme a dit Malo, on essaye d'avoir des moments de partage et de prière ensemble. Et on a cet engagement envers la paroisse qui est important, qui nous lie tous.
Et donc, ouais, il y a une vraie liberté d'être soi et d'œuvrer pour des choses qui nous tiennent à cœur. On reparlera peut-être tout à l'heure des cotes et des colocations, puisqu'on aura un long temps d'échange sur le vivre ensemble. Donc peut-être qu'on pourra entendre le témoignage de Sophie sur le sujet tout à l'heure. Absolument, et ça sera après quelques instants musicaux. On va faire une petite pause avec une chorale afro-européenne que je suis ravi de présenter ici, typiquement bruxelloise, s'appelle Caravane, elle chante Bruxelles, profitez-en. Bruxelles, t'es comme une femme. Faut-il t'appeler madame? Énigmatique et sans âge. Sans regret, je te partage. J'en ai fait de la route. Je n'avais aucun doute. Je savais que notre histoire ne serait pas l'affaire d'un soir. Bruxelles, oh Bruxelles, parfois tu m'ensorcelles. Under my skin, no place I'd rather be. The standing Bruxelles, la caravane s'arrête. Et si tu es prête, je mets du fric dans le parterre. Vêtue de toutes ces couleurs qui comme moi viennent d'ailleurs. On se dispute tes charmes. On te veut, on te réclame. Je n'ai plus aucun doute. Je ne reprends plus la route. La valeur de mon passé, à Bruxelles j'ai ajouté. Bruxelles, oh Bruxelles, parfois tu m'ensorcelles. Under my skin, no place I'd rather be. The standing Bruxelles, la caravane s'arrête. Et si tu es prête, je mets du fric dans le parc-mètre. Dames and heren, welcome to Bruxelles, capitale de l'Europe. C'est l'avantage d'avoir une émission en live et d'être plus à la radio, puisqu'il y a une distribution de cookies en même temps faite par l'évêque auxiliaire de Bruxelles lui-même. Vous êtes super chanceux, je pense qu'on peut le remercier très très fort. Et à la barre musicale, c'était Caravane qui chantait Bruxelles sur les ondes de RCF. Quitte ton canapé avec les jeunes de Bruxelles, une émission présentée par Léo Potier et Anne Kerléo. Et nous entrons maintenant dans un temps d'échange entre les jeunes présents sur le plateau, ceux qui sont dans la salle aussi, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole, et Monseigneur Cockrols, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. Et ce temps de dialogue a pour thème, Léo, le vivre ensemble. Effectivement, en fait, dans la genèse même de cette émission, c'était l'idée de poser la question à vous, chers jeunes, qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Et puis, vu qu'on est à Bruxelles, on va en profiter aussi pour parler de Bruxelles, de la Belgique. Et c'est vrai qu'assez rapidement est venu le terme vivre ensemble. Alors, vivre ensemble en France, ça peut être un autre sens de ce que l'on peut vivre ici, en Belgique et à Bruxelles. Du coup, c'est sur ça qu'on va se lancer, puisqu'il y a beaucoup de réalités qui entrent derrière ce mot. J'aimerais donc que vous me disiez ce que vous entendez derrière votre vivre ensemble et comment vous le vivez aujourd'hui à Bruxelles. Qui veut se lancer? Alors, pour l'instant, ils réfléchissent. Ouais, c'est un cogito ergo sum. Jean-Pacifique? Oui. Dis-moi tout. Sur le vivre ensemble. Déjà, est-ce que ça te parle pour toi? Oui, ça me parle parce que, comme il a été dit plusieurs fois, Bruxelles, c'est une ville multiculturelle. Donc, on rencontre beaucoup de gens de nationalités et de cultures différentes. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir chez l'autre, chez les autres. Et donc, c'est vraiment moi ce qui m'a frappé. En fait, je ne suis pas né en Belgique. Je suis aussi d'origine congolaise comme Stanislas. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis venu, justement, c'est les cultures et les origines différentes. Quand je suis arrivé ici, j'ai découvert des gens d'origine marocaine, des gens d'origine algérienne et même d'autres pays africains que je ne connaissais pas, des Polonais, des Portugais, des Italiens. Et donc, pour moi, depuis que je suis ici, c'est tous ces gens de cultures différentes et le fait que ce soit multiculturel, c'est devenu un peu normal pour moi parce que c'est les gens que je fréquente tous les jours et tout. Et je vois vraiment la différence quand je quitte Bruxelles et que je vais à l'extérieur de Bruxelles. Sophie? Oui, moi aussi, en fait, je viens d'une petite ville qui se trouve au sud de la Belgique et où il y a
peu de mixité. Et quand je suis arrivée ici à Bruxelles pour travailler il y a 3 ans, j'étais vraiment plongée dans le bain. En fait, je suis prof de français en secondaire, mais déjà, je travaille dans une école flamande. Donc, c'est vrai qu'en Belgique, on a déjà la question des Flamands et des Wallons. Et dans l'école où je travaille, il y a énormément de jeunes d'origine très variée, avec quand même une grande partie qui est issue de la communauté marocaine de Bruxelles. Je suis dans une école catholique, mais où la majorité des élèves est de confession musulmane. Et voilà, donc le melting pot dont on parlait au début de l'émission, moi je le vis assez fort au quotidien, mais c'est pas du n'importe quoi. Et je pense que ça m'a très fort ouvert l'esprit, en fait, de vivre à Bruxelles et d'être quotidiennement confrontée à toutes ces différences. Linda, je suis sûr aussi que ce thème doit te dire beaucoup de choses, parce que autant c'est le secondaire avec Sophie, pour toi c'est le tout petit. Exactement. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour nos auditeurs? Donc moi je suis institutrice primaire pour des enfants de première primaire, donc de 6-7 ans. Et effectivement, je travaille dans une école à Molenbeek, et une école très, très multiculturelle qui a en plus pour thème, comme projet, apprendre à vivre ensemble à travers le jeu. Mais donc c'est vraiment une école où il y a beaucoup d'enfants d'origine étrangère et de plusieurs origines. Donc il y a beaucoup d'enfants d'origine arabe, des enfants d'origine roumaine, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Et donc effectivement, je vis ça au quotidien et depuis toute petite aussi, parce que j'ai toujours été à l'école à Anderlecht et j'ai fait mes études à Schaerbeek, donc c'est aussi 2 communes où la multiculturalité est très présente. Vous hochez la tête en les écoutant, Monseigneur Cockrols. Cette réalité qu'ils décrivent, c'est quelque chose, cette diversité-là, c'est quelque chose qui colore aussi la manière de vivre en Église ici? On essaye de vivre ensemble aussi en Église et donc d'apprendre à se connaître, à connaître la culture de l'autre. Ce qui est toujours un élément encourageant, c'est quand il n'y a pas de culture dominante et quand il y a donc un brassage suffisamment grand entre différentes cultures, alors il n'y a pas de dominant-dominé, on est tous dans le même sac, tous en minorité. Et donc c'est un incitant à essayer de quand même rencontrer l'autre. Avant de parler de dialogue, je préfère parler de rencontre et d'avoir à l'occasion un projet commun aussi en Église. Et comment on fait ça concrètement? Comment ça se traduit dans votre pastorale, quoi? Mais je compte beaucoup sur les prêtres, les responsables des communautés. À Bruxelles, la moitié des prêtres engagés ne sont pas nés en Belgique. On a entendu tout à l'heure le père Jason, on ne l'a pas dit, mais il vient de Colombie. Jason vient de Colombie, on a entendu Aurélien dans le reportage, il est du Cameroun. C'est un très beau défi, mais aussi une grande grâce. J'aime dire, et c'est peut-être un peu simpliste, mais l'Église à Bruxelles se doit d'être catholique, au sens où elle se doit d'être universelle. C'est l'occasion pour des gens de cultures différentes de se rencontrer sur des projets communs, en paroisse ou dans la cité, mais chaque fois avec la découverte que c'est une richesse. Le thème du vivre ensemble, c'est ça qui va nous intéresser d'ailleurs pour cette nouvelle demi-heure. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça dit des choses d'ailleurs dans notre public fort et nombreux? Dites-moi tout, des gens qui veulent se lancer. N'oubliez pas que vous êtes écoutés par des millions d'auditeurs. Non, je comprends, vous êtes timide, il n'y a pas de problème. Peut-être que pour orienter un peu la réflexion, parce que le thème est tellement vaste que peut-être qu'on a trop d'idées. Pour les auditeurs qui sont en France, par exemple, il y a quelque chose qui est vraiment très particulier ici, qu'on a un peu évoqué, c'est la double dimension néerlandophone et francophone. On sent bien qu'il y a là quelque chose qui à la fois peut être vécu comme une richesse, vous l'avez dit plutôt comme ça, et puis qui en même temps peut parfois être compliqué. Quand on n'est pas d'ici, on a un peu de mal à comprendre. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien nous éclairer là-dessus, sur cette problématique-là? Quelles sont les chances qu'elle apporte et quels sont peut-être aussi les défis qu'elle donne, quoi. Est-ce qu'on a un spécialiste dans la salle de cette question-là, ou quelqu'un qui la vit de près, peut-être Sophie, étant enseignante donc dans une école néerlandophone alors que vous êtes vous-même francophone? Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, déjà la spécificité de Bruxelles, c'est qu'elle est dans la région flamande, mais que la majorité de la population parle français. Donc il y a... en tout cas, j'entends beaucoup plus de français. Bruxelles est une région oui, c'est vrai. À part entière, où les deux langues sont en principe au même niveau. Oui, c'est ça. Disons qu'elle est
entouré par la Flandre, mais qu'au niveau linguistique, il y a quand même, là je ne me trompe pas, une majorité francophone. Donc voilà. Et moi, ce que je remarque quand même au quotidien, par exemple, rien qu'au niveau culturel, c'est que si on parle de télévision, par exemple, les programmes que moi je regarde ne sont pas du tout les mêmes que ceux que mes collègues regardent au niveau de chansons, d'acteurs, etc., enfin de personnalités. Mais on a des cultures fort différentes et je pense qu'en Wallonie, on est beaucoup plus au courant de tout ce qui se passe en France que de ce qui se passe en Flandre. Donc ça, c'est déjà une différence que moi je remarque et c'est aussi le défi finalement d'aller plus à la rencontre aussi des néerlandophones de Belgique. Et moi, je suis vraiment très contente de travailler dans une école flamande et depuis que j'y suis, je peux dire que je me sens vraiment belge parce que j'ai vraiment un contact aussi avec l'autre moitié de la Belgique. Mais donc vous parlez flamand? Oui. On peut faire un sondage, il y a une trentaine de personnes, un petit peu plus dans la salle, qui ici parlent le flamand. Alors, on compte, ça fait peut-être un quart, hein, pas plus que ça. Oui, ça doit être ça. Mais qui le comprend, le flamand? Il y aura largement beaucoup plus de personnes. Car il vaut mieux comprendre avant de parler. Parler, ce sera encore mieux. Mais comprendre, effectivement, c'est quelque chose. La question que je me pose, c'est d'ailleurs au niveau des effets. Est-ce que dans votre expérience, et je m'adresse à tout le monde dans la salle, vu qu'on parle de vivre ensemble, c'est-à-dire comment on interagit avec l'autre, qu'il ne parle pas la même langue que moi, qu'il soit issu de pas forcément de la même culture que moi, entre néerlandophones et francophones, est-ce que vous avez des activités séparées dans le cadre de l'Église, justement à cause de cette différence de langue, où on arrive quand même à faire un groupe homogène malgré la différence de langue? Dites-moi. Ils réfléchissent. Ouais. Je pense que oui, effectivement, il y a des activités différentes. Mais je pense que ce qui est important à dire, c'est que ce qui nous unit, c'est le Christ. Et qu'on parle français ou néerlandais, voilà, peu importe. C'est Jésus qu'on suit. Voilà. Et qui êtes-vous? Moi, je suis néerlandophone. Mais j'aime vraiment cette unité et ce défi déjà vers l'autre, mais dans son propre pays. Je trouve c'est et belge en plus, donc je trouve ça déjà important. Si on pouvait déjà faire ça d'abord avant d'aussi aller vers les étrangers, voilà. Mais ça veut dire que ça reste un défi et que c'est pas simple, c'est ça? Ça reste un défi, je pense que oui, et une ouverture aussi. À se comprendre, même si on ne parle pas la même langue. Mais ça veut dire aussi que c'est une ouverture de l'un et de l'autre, et du respect aussi. Et vous dites, ce qui nous unit, c'est le Christ, mais il y a aussi des francophones et des néerlandophones non chrétiens. Comment ils font alors Bonne question. Le foot. Allez les diables. Non, mais je pense que même les non-chrétiens... ils peuvent aussi avoir cette ouverture d'esprit, d'aller vers l'autre. Je pense qu'il y en a quand même aussi qui ont ces valeurs-là. Mais c'est plus facile quand on est chrétien, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ça devrait. Ça devrait en tout cas, oui, puisqu'on veut quand même suivre l'exemple du Christ qui, lui aussi, était ouvert à tout le monde. Dank u wel, Stéphanie, c'est ça? Effectivement, s'y retrouver d'ailleurs dans cette réalité bruxelloise et belge est peut-être un peu parfois un petit peu compliqué dans le petit pays qu'est la France, mais on va s'attacher d'ailleurs à le faire. Malo, justement, c'est vers toi que je vais me pencher. Est-ce que cette différenciation de langue, est-ce que tu la rencontres aujourd'hui? Mais en tout cas, une constatation, c'est que moi, dans mon vécu de chrétien belge, j'ai peu de contact avec la communauté belge flamande. Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de points où on pourrait se rencontrer en se disant, là, on est des Belges et voilà, on est des chrétiens belges. Et c'est plutôt vraiment, j'ai l'impression, vraiment une grosse scission, même à Bruxelles, où pour rencontrer des Flamands, il y en a quelques-uns qui viennent voir des francophones. Et comme il y a une majorité de francophones, c'est difficile pour des francophones d'aller voir des communautés flamandes. Et puis c'est tout, quoi. Donc
souvent, voilà, je retrouve des difficultés à me dire chrétien belge. Et entre évêques, ça se passe comment? Parce que la conférence des évêques de Belgique, elle réunit des flamands et des francophones. Eh bien, on commence la réunion entre flamands pendant 1 heure pour discuter des problèmes flamands. Et puis on se retrouve avec les francophones pour parler des problèmes nationaux. Chacun parle en principe sa langue, il doit comprendre celle de l'autre. Et puis on termine la journée avec les problèmes francophones, les flamands étant partis plus tôt. En tant qu'évêque auxiliaire pour Bruxelles, j'ai la chance d'assister aux 3 réunions. C'est toujours très curieux de constater que, et j'aime dire cela à l'intention des auditeurs en France, c'est qu'il y a quand même de grandes différences culturelles entre la population francophone et néerlandophone en Belgique, mais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui culturellement nous rapprochent. Et pour le dire en toute simplicité, quand on est en Belgique francophone, on n'est pas en France. Et quand on est en Flandre, on n'est certainement pas aux Pays-Bas. On poursuit dans quelques instants cet échange autour du vivre ensemble ici à Bruxelles. Pour l'instant, on respire en musique avec le groupe Open qui nous chante « Pour te ressembler ». En ta présence, en ton alliance, j'avance à toi pour te ressembler. À chaque instant, à tout moment, je suis tes pas pour te ressembler. Par ma voix, je veux élever ce chant de gloire pour te contempler. Écouter ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Vivre par la foi, je fais ce choix pour te ressembler, pour te ressembler. Je m'émerveille, regarde le ciel et tu souris en voyant ma vie. Car ma louange s'unit aux anges, s'élève pour toi, pour ta majesté. Par ma voix, je veux élever ce chant de gloire pour te contempler. Écouter ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Vivre par la foi, je fais ce choix pour te ressembler, pour te ressembler. Charles, Armand, Camille et Antoine, le groupe Open. Ce soir, le Tour de France Et nous de sommes Belgique de la toujours à jeunesse. Bruxelles, à la collégiale Saint-Pierre-et-Guidon d'Anderlecht, avec des jeunes de toute la ville de Bruxelles. Ce soir, le Tour de France et de Belgique de la jeunesse fait escale à Bruxelles. Avec Linda, Stanislas, Sophie, Malo, Apolline et Jean Pacifique, et avec Monseigneur Jean Cocrolls qui sont sur le plateau, avec aussi des jeunes qui sont dans la salle et qui voudraient prendre la parole. Car c'est à ça que ça sert, hein, Quitte ton canapé, c'est justement à vous donner la parole. Le thème de ce soir, et c'est vous qui l'avez choisi, chers jeunes, c'est le vivre ensemble. Peut-être aux oreilles d'un Français, d'une Française qui nous écouterait aussi sur les ondes de RCF, il y a eu un mot qui a été prononcé.
Molenbeek. Et Dieu sait malheureusement si cette commune bruxelloise a eu ses heures de, oui, pas gloire dans les actualités. Médiatisation très importante. Exactement. Molenbeek, pour rappel, c'est l'une des 19 communes bruxelloises. Il y en a 19 autres. On parle du vivre ensemble, c'est justement ça qui va aussi nous intéresser. Je voudrais savoir comment vous avez vécu la période post-attentat, chers jeunes, notamment dans vos relations aussi avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui sont peut-être aussi d'une autre religion. Dites-moi. Sophie. Oui, moi, dans mes élèves, en fait, j'ai vécu un peu les réactions d'élèves de la communauté musulmane qui ont eu très très peur d'être stigmatisés suite à ce qui s'est passé et qui se sentaient finalement... Moi, j'ai ressenti chez certains de mes élèves un peu de colère aussi, de se dire, mais voilà, ce qui s'est passé, les attentats, c'est pas des vrais croyants qui ont fait ça, et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et c'était très beau aussi de recevoir ces réactions-là de la part de mes élèves. Oui. Stanislas. Peut-être une chose, je pense qu'il y a eu le temps médiatique, parce que pendant des semaines, il y a eu, à travers les médias, il y a eu toutes ces nouvelles, par rapport aux attentats. Mais moi, ce qui m'a frappé personnellement, c'est que moi, j'habite la commune de Koekelberg, donc pas loin de la commune de Molenbeek. C'était aussi de voir que, mais pour les Bruxellois, pour ceux qui habitent là, il y avait une différence, je ne vais pas dire d'appréciation, mais les choses, je trouvais, n'étaient pas vécues de la même façon. En passant par la commune, il n'y avait pas tout ce que les télévisions, les caméras nous renvoyaient. Et donc, quelque part, il y avait la question de peut-être la surmédiatisation. Est-ce qu'on n'en faisait pas trop? Oui, parce que voilà, j'ai des amis qui habitent Molenbeek, et donc il y avait la question de comment est-ce que les événements sont vécus localement et comment est-ce que finalement les choses sont présentées aussi, quoi. Donc ça c'était d'une part, et puis d'autre part, ça a été choquant, troublant pour beaucoup. C'était un moment dur, et c'était des moments où beaucoup se sont posé des questions, mais pourquoi ce genre de choses doivent-elles arriver? Pourquoi? Donc il y avait une question de pourquoi. Les gens voulaient comprendre, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ou dans les mois qui ont suivi pour essayer d'aller au-delà et d'avancer, de continuer à construire justement la vie ensemble au-delà des différences et de ces événements qui avaient bousculé tout le monde? Je pense que oui, il y avait une certaine peur au départ avec tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est normal comme réaction, mais je pense que c'est aussi en train de se dire il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et c'est pas parce qu'il y en a qui choisissent de faire ça que tout le monde est comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment, il faut pas stigmatiser quand deux êtres humains choisissent un autre chemin. Et comment on fait justement pour sortir de cette généralisation-là et pour aider peut-être tout le monde à en sortir, quoi? Comment ça se construit, ça, Malo? Jean-Pacifique. Jean. Oui. On parlait tout à l'heure du vivre ensemble. Moi, je pense que peut-être justement, pour essayer de se comprendre, il faut aller vers l'autre, essayer de vivre en communauté. D'ailleurs, il y a quelques semaines, dans le cadre de la catéchèse, parce que la catéchèse d'ici d'Anderlecht, de l'unité pastorale d'Anderlecht, chaque année, on va visiter une mosquée, une synagogue. Et donc, cette année, on n'a pas pu visiter la synagogue à cause des questions de sécurité, mais on a visité une mosquée. Et donc, j'ai accompagné les catéchèses et les catéchistes, et les jeunes à la mosquée. Et donc, on est parti dans une mosquée qui n'est pas loin d'ici. J'ai oublié le nom, désolé. J'ai remarqué que les gens, la communauté musulmane, en tout cas la personne qui nous expliquait la religion musulmane, comment on prie chez les musulmans, ils étaient plus entreprenants pour venir vers nous, pour nous expliquer non seulement leur religion, mais on a aussi parlé du contexte, les attentats et tout ça. Ils nous disaient, ouais, tout ça n'a rien à voir avec l'islam. Dans les médias, on exagère un peu.
Et donc, voilà, ils nous ont offert des Minute Maid, ils nous ont bien accueillis en tout cas. On a discuté et j'ai vraiment appris plus de choses que je connaissais. J'ai appris plus de choses sur la religion musulmane ces jours-là. Linda. Je pense que justement, ces événements ont aussi permis, effectivement, même entre amis, des échanges. Et c'est ça aussi qui a aidé, parce que on a vraiment, enfin moi personnellement, avec mes amis et mes connaissances de religion musulmane, ça a vraiment permis qu'il y ait vraiment un échange. Et justement, comme les élèves de Sophie, de dire, c'est pas parce que eux se disent musulmans que toute la communauté musulmane va agir de cette façon. Pour nous, c'est pas ça. Et ça a permis effectivement de connaître un peu mieux cette religion-là et de peut-être pas mettre tout le monde dans le même sac. Là, pour tous ceux qui sont en face de nous... Oh pardon, il y avait une question, il y avait une réaction. Père Jason. Père Jason. Oui, donc là, je voudrais tout simplement, donc à la question qu'Anne posait tout à l'heure, donc la suite de tout ce qui s'est passé, surtout avec Molenbeek. Bien évidemment, je parle en tant que Colombien, mais c'est ça qui m'a permis peut-être de découvrir effectivement que ces moments, c'est malheureux de dire qu'on doit arriver à ces moments de douleur, de tristesse, mais là, on a senti que l'identité belge a été touchée. Donc il y a quelque chose qui a réveillé l'identité de beaucoup de personnes dans le pays. Et finalement, on était là, pas dans ces questions linguistiques, mais c'est là qui a permis finalement de dire, voilà, ça nous concerne. Et quand on dit ça nous concerne, ce qui est vraiment maintenant peut-être bien, c'est que maintenant, on voit beaucoup de passages du côté de l'ouest de Bruxelles, et c'est pas seulement que Molenbeek, l'ouest de Bruxelles, donc tous ces canaux qu'on doit dépasser, eh bien, ça nous concerne. L'ouest de Bruxelles, c'est aussi Bruxelles, c'est aussi la Belgique. Il y a aussi d'autres personnes, d'autres cultures qu'on doit accompagner pour qu'ils puissent aussi comprendre comment on vit ici en Belgique. Finalement, on dit, voilà, les Belges se sont sentis touchés dans leur identité, eh bien, ça nous concerne à nous tous, quoi. C'est justement la question que je voulais vous poser juste avant l'intervention du Père Jason. On ne parle pas de camps retranchés entre les différentes communes. Vous avez tous et toutes ici des relations, des connaissances, mais pas simplement à Molenbeek, ça peut être aussi à Forêt, ça peut être aussi à Jette et dans beaucoup d'endroits à Bruxelles. Vous me confirmez bien ça? Le problème, c'est que le oui à la tête, ça se voit pas à la radio. Dites-moi, Malo. Oui, mais enfin, je pense que, en tout cas, c'est clair que il y a du mouvement entre les communes et les personnes qu'on rencontre, par exemple au Pôle Jeune XL. Ce sont des personnes qui viennent parfois bien au-delà d'XL. Bien sûr. Monseigneur Cocrols. Peut-être aussi une conséquence curieuse, c'est la prise de conscience chez les édiles, chez les élus, en particulier communaux, de l'importance d'un dialogue avec les responsables religieux. Nous vivons en Belgique une situation de laïcité qui est parfois encore plus carrée qu'en France, alors que ces incidents ont fait prendre conscience chez les bourgmestres, comme on les appelle ici, c'est-à-dire les maires, de l'importance d'avoir un contact avec les curés, avec les imams. Merci, et merci à tous de vos contributions à la réflexion sur le vivre ensemble. Évidemment, on n'a pas épuisé le sujet, et heureusement, ça veut dire qu'il y a à continuer à le rendre concret au quotidien. Avant de poursuivre cette émission dans une troisième partie qui sera plus tournée vers le synode des jeunes, on marque une nouvelle pause, toujours avec Open, et cette fois, il nous chante « Te remercier ». Lève les yeux, t'élève sur terre. Mon cœur répond à ton appel et ma vie s'émerveille. Nos louanges s'éveillent, s'éveillent nos mains, afin qu'unis à ton appel, nous ne formions qu'un. Et s'élèveront nos mains pour t'adorer, pour te célébrer. Et s'élèveront nos voix pour te chanter, pour te remercier. Et s'élèveront nos mains pour t'adorer, pour te célébrer. Et s'élèveront nos voix pour te chanter, pour te remercier.
j'espère ton regard bienveillant. Je peux sourire, t'appeler père, car ma vie c'est merveille. Ton église t'espère, espérant ton dessein, afin qu'unis à tes prières, nous ne formions qu'un. Et s'élèveront nos mains pour t'adorer, pour te célébrer. Et s'élèveront nos voix pour te chanter, pour te remercier. Et s'élèveront nos mains pour t'adorer, pour te célébrer. Et s'élèveront nos voix pour te chanter, pour te remercier. Et s'élèveront nos mains pour t'adorer, pour te célébrer. Et s'élèveront nos voix pour te chanter, pour te remercier. Et s'élèveront nos mains pour t'adorer, pour te célébrer. Et s'élèveront nos voix pour te chanter, pour te remercier. Open sur les ondes de RCF. Troisième et dernier titre. Te remercie, on vous remercie les gars. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez continuer à les applaudir, hein, c'est pas mal. Hein, ça remercie. Par contre, une question, si on veut retrouver le groupe Open, où est-ce qu'on se connecte exactement? Alors, il y a tous les réseaux sociaux qui existent. Twitter, Facebook, Instagram. On a aussi un super site internet, openmusic.com, où vous retrouvez nos actus, nos dates de concert. Vous pouvez aussi nous contacter, voir quelques photos, quelques vidéos. Voilà, tout est sur internet, openmusic.com. Merci les gars, et à bientôt. Quitte ton canapé. L'émission des jeunes qui font bouger l'église, c'est jusqu'à 22h. Et dans la dernière partie de cette émission, nous nous intéressons de près au synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Il s'agit clairement pour l'Église, à travers cette réunion des évêques en octobre prochain, de se mettre à l'écoute des jeunes, de mieux connaître leur réalité pour être plus capable d'y répondre, et puis de répondre aussi à leurs attentes, de les accompagner, mais également de s'appuyer sur leurs richesses, leurs compétences, leur enthousiasme pour faire vivre l'Église. Alors vous qui êtes ici ce soir, le pape vous interpelle, vous les jeunes, peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous ont d'une part répondu au questionnaire en ligne qu'il a publié, il y en a qui font oui de la tête, et puis les évêques de Belgique aussi vous ont adressé un questionnaire auquel vous avez aussi répondu. Mais ce soir, si le pape François était avec nous dans le studio, on peut toujours rêver, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Est-ce que quelques-uns d'entre vous peuvent nous partager si vous aviez une interpellation ou une conviction dont vous voudriez lui faire part, ce serait quoi? Qui se lance? Moi, je dirais, pour commencer, je kiffe le blanc. La belle toche blanche, tout ça. D'ailleurs, il est derrière nous. Vous l'aimez bien ou pas, le pape François? Là encore, le oui, ça ne compte pas. Stanislas, de la tête, ça ne compte pas. Vas-y, dis-moi tout. Je pense qu'on a la chance d'avoir le pape François, qui sans cesse, nous les jeunes, nous bouscule en ce sens qu'il nous renvoie sans cesse à la nouveauté de l'évangile. Il nous encourage à vivre vraiment l'évangile au quotidien. Et je pense qu'on est tous ici, de cœur, du moins, nous faisons tous partie de cette génération François, cette génération qui a soif d'authenticité, qui a soif de vérité. Et voilà, le pape François nous le démontre chaque jour, quoi. Apolline. Oui, effectivement, je trouve qu'il nous invite beaucoup à sortir de notre zone de confort à travers tous ces messages. Moi, j'ai été très touchée à Rio. J'ai eu la chance de vivre les GMJ en 2013 là-bas, de la facilité avec laquelle il descendait de la Papa Mobile pour aller à la rencontre des foules et des jeunes. Chose qui m'a beaucoup manqué d'ailleurs à Cracovie 3 ans plus tard, parce que pour des questions sécuritaires, c'était moins possible. Donc il était un petit peu moins accessible. Mais c'est vraiment cette proximité qui me touche beaucoup chez lui. Peut-être juste
Une interpellation? Non? Aucune? C'est votre dernière chance. Ah si, Malo. Moi, je dirais que ce qui me marque surtout dans la figure du pape François, c'est que quand on est jeune, qu'on est dans une génération qui se pose plein de questions sur tous ces changements auxquels on fait face, je pense à la technologie, Internet, mais aussi les nouvelles, les nouveaux défis auxquels on fait face avec la crise climatique ou ce genre de choses. Le pape François, il nous donne vraiment une parole qui est claire sur qu'est-ce que l'Église propose. Et il essaye vraiment de rendre cette image vraiment claire, même s'il faut s'y intéresser. Mais c'est peut-être plus le cas que pour Benoît XVI, où le discours était peut-être plus complexe pour quelqu'un qui n'est pas croyant pratiquant ou qui n'est pas intéressé par ce genre de choses. Plus facilement déchiffrable, donc. Voilà, c'est ça. Et un certain dynamisme sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Je pense que ça aide le pape François. Merci beaucoup, Malo. Quitte ton canapé. Le synode vu de Rome. Le synode se réunira en octobre prochain à Rome, mais il se prépare déjà depuis plusieurs mois, et ce de manière différente à travers le monde. Il y a eu des enquêtes menées dans les diocèses, dans les unités pastorales, y compris ici à Bruxelles auprès des jeunes. Un questionnaire en ligne adressé par le pape aux jeunes du monde entier. Et puis du 19 au 25 mars dernier, à Rome, il y a eu cette réunion pré-synodale qui a rassemblé 305 jeunes du monde entier qui ont pu plancher. Ils ont bossé pendant une semaine pour écrire un texte d'une quinzaine de pages qui se veut être le portrait des jeunes du monde et une interpellation à l'Église pour qu'elle prenne en compte justement leur aspiration. Anneline Beaune est la directrice de la pastorale des jeunes de Flandre depuis 4 ans. Vous la connaissez peut-être, certains dans cette salle. Lors de la première matinée du pré-synode à laquelle le pape participait, elle a pris la parole justement au nom des jeunes européens. Elle était la représentante belge justement durant ce pré-synode. Et Anne, vous avez eu l'occasion de la rencontrer et vous lui avez précisément demandé comment elle avait vécu ce moment. On écoute ça. C'était un très bel moment, je pense, parce qu'à mon avis, il a vraiment nous écouté activement. Il est très présent dans la rencontre. Il était là chez nous pour tout le matin. Et il a pris le temps pour vraiment nous écouter, pour répondre aux questions que nous avions. Et pour moi-même, c'était vraiment une belle expérience. Maintenant, je me réalise qu'il y a 10 minutes que je peux parler et raconter sur l'Europe, et il m'a écouté pour 10 minutes. C'est beaucoup pour un homme qui a peu de temps, je pense. Donc c'est une expérience très belle, et j'espère aussi qu'il réalise, mais je pense qu'il le fait, que l'Europe, c'est un défi vraiment pour nous, les chrétiens, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui avez dit, juste en quelques mots, si vous pouvez résumer, et qu'est-ce qu'il vous a répondu? J'ai surtout raconté de la situation en Belgique, que les jeunes ne grandissent pas dans la foi, donc ils ne reçoivent pas la foi des parents en général. Donc ça nous donne des nouvelles chances pour l'Église, pour déballer le cadeau. Donc c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, donc on peut raconter en grande liberté ce qui est la foi pour nous, et nous pouvons accompagner les jeunes dans la foi, je pense. Donc il m'a dit après que je suis une dame courageuse. Il m'a souhaité du succès pour travailler en plus. Dans tous les échanges que vous avez pu avoir en petits groupes, et puis le texte tel qu'il a été présenté au pape, qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant et le plus important à mettre en œuvre et puis à creuser? Pour moi, c'était vraiment, vraiment intéressant dans les petits groupes, parce que là, j'ai vraiment rencontré la réalité du monde chrétien et non chrétien, parce qu'il y avait un garçon non-croyant dans notre groupe de France. Donc son avis sur l'Église était assez différent que nous les chrétiens. Il y a aussi un religieuse dans notre groupe, donc ce sont des autres avis. Nous avions des jeunes de l'Afrique, du Canada, de l'Europe. On voit des choses vraiment dans une autre perspective. Donc, par exemple, une des questions, c'était comment est-ce que vous voyez Jésus le Christ? En général, les Africains disaient c'est un modèle, c'est quelqu'un que nous devons suivre. Le non-croyant, il disait pour moi, c'est quelqu'un qui dit avant Christ, après Christ. Pour les Européens, c'était quelqu'un que nous connaissons et un homme historique pour beaucoup. Donc là, on voit les différences assez grandes. Donc, en tout cas, c'est intéressant de travailler ensemble et de trouver des chemins ensemble dans cette diversité que nous avons dans l'Église catholique en général.
ce qui m'a frappé le plus, oui, je pense, l'Église, c'est nous. C'est pas que l'Église doit travailler pour nous et faire des choses comme ça ou comme ça, mais nous ensemble, l'Église, ce sont les chrétiens tous ensemble, donc ça veut dire que aussi nous qui travaillons dans l'Église, les jeunes, doivent être joyeux, doivent être ouverts, c'est quelque chose à faire, pas seulement d'attendre des choses des prêtres, mais de toute l'Église et de trouver des chemins pour aussi, bien sûr, intégrer les jeunes dans le travail que nous faisons, mais c'est quelque chose tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est assez intéressant parce que vous imaginez, vous êtes à Rome, au Vatican, vous portez avec vous les réponses de énormément de jeunes avec vous et vous allez être chargé de rédiger un portrait de la jeunesse mondiale. Ça pourrait être vous ou pas? Vous vous voyez dans ce rôle-là? Non, pas spécialement. Pourquoi? Il y a beaucoup de... Parce que c'est super vaste et diversifié et que c'est difficile de donner la parole en 10 minutes et d'illustrer vraiment les réalités qui existent dans leur entièreté. Donc je pense que c'est pas facile en tout cas. Difficile de retenir l'essentiel. Voilà. Ça, c'est le mot qu'on puisse dire. Et si jamais vous aviez l'occasion de cocher les cases de ce questionnaire, ce serait quoi la première thématique qui vous viendrait en tête? Difficile. Pour moi, le plus important dans l'Église occidentale, c'est vraiment comment faire face aux personnes non croyantes. Donc c'est en fait comment évangéliser, si on veut. Pourquoi ça serait le premier thème qui viendrait Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, ce qui m'entoure, c'est des personnes qui ne sont pas croyantes, des personnes qui ont une vague connaissance de la foi et qui sont soit avides de comprendre ce qu'on vit, soit qui ne veulent pas en savoir plus. Et je trouve que, en tant que chrétien, on a quand même un appel qui est de proclamer la nouvelle, le problème étant de savoir comment on le fait. Et donc une des questions pour ce synode, c'était plutôt comment on le fait. Et justement, quelle serait ta réponse à toi, ou qu'est-ce que tu expérimentes? Moi, je suis face à des collègues, donc au travail, des collègues doctorants qui sont musulmans ou non-croyants, athées, et qui sont face à tous les problèmes, par exemple, d'aujourd'hui, comme la contraception, et qui posent question parce que l'Église donne une direction qui est contraire, souvent, enfin en tout cas, ils pensent contraire à la démocratie ou à la vie de tous. Et donc, c'est pas facile. Mais moi, je pense que la meilleure manière, c'est peut-être d'en parler avec eux sans spécialement ajouter tout le temps « je suis chrétien, donc voilà », mais plutôt dire vraiment ce qu'on pense et en quoi nous retenons que l'Église nous apporte quelque chose dans notre argumentation. Vous rencontrez ça aussi, vous de votre côté? Pas tant que ça. Sophie, prends le micro, exprime-toi. Moi, en fait, parmi les jeunes ici, je ne suis pas vraiment pratiquante. J'ai une éducation chrétienne, catholique, mais ça fait depuis mon adolescence que j'ai finalement arrêté d'aller à la messe. Bon, j'y vais à Noël et puis voilà. Et donc c'est aussi intéressant pour moi d'être ici et d'avoir de découvrir aussi autre chose. Moi, je pense... Enfin oui, évidemment, c'est un problème que je ne rencontre pas dans mon quotidien. Ce que tu disais d'être croyant et d'être entouré de non-croyants. Après, je ne sais pas si la limite entre croyants et non-croyants est si binaire que ça. Et je pense qu'il y a aussi plein de gens qui peuvent avoir des réflexions spirituelles. Et je pense qu'il y a aussi plein de richesses à pouvoir en discuter. Avec une oreille ouverte, si possible. Tout à fait. C'est peut-être ça qui est le plus dur à avoir. Stanislas. Enfin, il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question finalement enfin, je vais employer un mot un peu barbare, c'est la question du relativisme. J'ai l'impression qu'on vit, enfin, moi personnellement, les amis à moi, enfin, les gens qui m'entourent, lorsqu'on a des discussions sur des sujets, il y a cette question du relativisme, comme quoi, enfin,
tout se vaudrait. Donc toutes les idées, tout ce qu'on... Voilà, tout serait... on pourrait tout mettre finalement sur un même piédestal. Et il y a un passage qui m'a touché dans le reportage de la jeune qui portait la voix de l'Europe. C'était la question de qu'est-ce que l'Église? Nous sommes l'Église. Je pense qu'en tant que membres de l'Église, nous sommes pour les non-croyants et pour le reste du monde ce visage, peut-être cette porte par laquelle certains peuvent s'intéresser, peuvent aller, du moins se poser la question, mais pourquoi? Donc je pense qu'en nous voyant vivre, ça peut poser question. Et je pense que c'est important pour nous, chrétiens, de faire en sorte que nos vies, notre façon de vivre, puisse poser question aux autres et que le monde puisse s'interroger. Et pourquoi Donc voilà, moi, il y a vraiment cette question du relativisme. À chaque fois que je discute avec quelqu'un, ça peut être sur des thèmes très sérieux comme la bioéthique, des choses comme ça. Vraiment cette impression que finalement toutes les idées se valent. On peut faire tout et n'importe quoi. Monseigneur Jean Cocrols. J'aime bien ce que vient de dire Stanislas. Je mets un mot sur ce qu'il dit et qu'il n'a pas utilisé, c'est le mot témoignage. Nous avons à être témoins de ce qui nous habite, chrétiens, et il faut que nos actes, notre façon de vivre parlent d'elles-mêmes. Et nous avons la chance inouïe d'avoir un pape qui nous montre le chemin. Voilà un témoin, voilà quelqu'un qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, qui assume aussi ses fragilités, qui les reconnaît, qui demande même pardon quand il se plante. J'ai jamais vu un pape qui demandait pardon comme il y a très, très peu de temps. Donc, profitons-en, entre guillemets. Je crois que la clé que donne Stanislas est la bonne. Maintenant, c'est vrai que le défi pour le synode est gigantesque. Non seulement parce qu'il y a toutes ces cultures différentes, bien que je suis étonné dans le document issu que Anneline m'a remis très officiellement en le lisant, j'ai été très étonné de voir la convergence de vues pour certaines questions entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Finalement, il y a beaucoup de choses qui convergent, mais le grand défi, si je peux me permettre en une minute, de dire il y a à rejoindre ceux qui cherchent et qui sont tout seuls et qui sont où? Il y a à rejoindre ceux qui commencent à trouver et qui se regroupent et qu'il faut encourager, booster, encadrer, nourrir. Et puis il y a tous ceux qui ne cherchent pas du tout. Et comment donner soif à un âne qui n'a pas soif. Donc la moisson est abondante, c'est pas neuf, ça dure depuis 2000 ans, mais il faut savoir à qui on s'adresse. Ceux qui cherchent, ceux qui commencent à trouver ou ceux qui ne veulent pas chercher. Quitte ton canapé. Histoire de vocation. Le synode a pour thème les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Et c'est pour ça que dans chaque numéro de Quitte ton canapé, nous vous proposons cette rubrique Histoire de vocation. Aujourd'hui, Léo, vous nous invitez à une rencontre avec Claire Brouet, bénévole à la plateforme citoyenne de Bruxelles, qui vient en aide aux réfugiés. Et vous lui avez demandé ce que cet engagement lui apportait. Ça m'apporte déjà de ne pas rester dans l'inaction. Donc j'étais indignée, je râlais, je pestais. Dès que je voyais une sortie d'un ministre de l'immigration, je trouvais que c'était une attaque envers les droits humains de manière générale. Et donc ça m'a vraiment permis de bouger, en fait, de changer, de passer de l'indignation à l'action. La motivation, pour moi en tout cas, c'était d'abord d'aider, mais j'ai appris assez vite que ça m'aidait moi-même aussi. J'avais pas la formation d'assistance sociale qui m'aurait aidé à avoir déjà les bases en fait pour appréhender des situations comme celle-là et des personnes comme elle. Du coup, j'ai beaucoup appris sur ma manière d'interagir avec d'autres personnes qui ont vécu des difficultés terribles, à comment moi je me positionne, comment je peux vraiment aider, quelle aide, quand est-ce qu'elle est appropriée ou qu'elle n'est pas appropriée, comment me positionner. La question aussi que je me pose, c'est on a Claire en face de nous, mais qui sont les personnes qui viennent bénévolement t'aider? C'est aussi des jeunes, des moins jeunes? C'est qui, justement, qui viennent donner les coups de main?
En fait, j'ai vu des gens qui venaient de tout horizon, de toute position politique, de tout âge, de toute confession. C'est vraiment un melting pot de personnes, mais là où on se rencontre et où on se reconnaît, c'est juste notre besoin en fait de plus d'humanité, de revenir à la base. On est tous des humains, on a tous les mêmes droits et ce que je voudrais pour moi, je le veux à autrui et donc je vais leur donner ce que je voudrais. Pour moi, c'est l'idée que peu importe l'endroit où on est, on devrait avoir les mêmes droits. Et je vois vraiment l'autre personne, même si elle est différente physiquement ou par sa culture, sa manière de vivre, elle est vraiment comme moi en fait. Claire, avant de se séparer, est-ce qu'il y a une chose qui tient particulièrement à cœur sur ce que tu fais bénévolement pour la plateforme citoyenne ici à Bruxelles, même dans le message de fond que tu aimerais faire passer pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent? Je crois que ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment la rencontre des autres et cette peur qu'on pourrait avoir de l'autre parce qu'il est un inconnu ou parce qu'on risque de ne pas se comprendre s'efface en fait très vite en voyant qu'on a les mêmes yeux, le même sourire. On est en fait des êtres humains et donc moi je pousserais plus à la rencontre, même si elle fait un petit peu peur, de dépasser un tout petit peu sa peur pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Claire Brouet, quand on écoute dans le cadre de la rubrique Histoire de vocation, est-ce que vous qui êtes ici avec nous ce soir à Bruxelles, ça vous paraît logique qu'on ait placé cette interview sur le terrain de la vocation? Est-ce que ce que Claire nous a dit a à voir pour vous avec la vocation? Et peut-être qu'en chemin, vous nous direz ce que ce mot veut dire pour vous. Apolline. Je parlerai plus d'un appel, je pense. C'est la même chose, c'est sûr. Mais voilà, on a tous, je pense, des appels différents pour des causes différentes, quoi. On peut choisir d'aller vers les plus démunis. On peut ressentir plus un appel à défendre la vie. Enfin, ça prend différentes formes. Parce que vocation, pardonnez-moi, mais moi, j'ai l'impression vraiment d'avoir un terme d'église, quoi. Vocation, qui tombe. La vocation, on a l'impression plutôt de l'entendre un peu comme un engagement, une vocation professionnelle, une envie personnelle. Quand j'ai rencontré Claire, elle a début de trentaine d'années, elle disait je m'énervais tout le temps parce que quand je voyais la télé, le journal parlait, je me disais mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et donc du coup, elle a trouvé son équilibre, sa paix justement, en passant par la plateforme citoyenne. J'aimerais savoir si vous avez déjà vécu ça et si vous verrez bien une vocation comme ça dans votre vie. Dites-moi. Sophie. Oui, enfin, moi, c'est pas la même vocation qu'elle, mais avec mes valeurs chrétiennes et avec ce que je suis actuellement. Enfin, moi, j'ai découvert le Choice, qui est des week-ends pour les jeunes entre 20 et 30 ans. Et c'est des week-ends de réflexion pendant lesquels on a l'occasion de réfléchir sur soi-même et de se poser des questions pour essayer de mieux se connaître, de voir qui on est avec ses différentes facettes, comment on communique avec les autres, en quoi on croit, quelles sont nos aspirations, est-ce que notre vie actuelle y répond. Et donc c'est un week-end qui permet vraiment de se poser pour faire le point. Et moi, par exemple, le mot vocation, je parle plus d'engagement, mais c'est d'être entré dans l'animation de ces week-ends-là, qui viennent d'un mouvement avec une racine chrétienne, mais qui sont très, très ouverts à tous, en fait. Et là, par exemple, moi, dans ces week-ends-là, ce que je trouve super important, c'est la création du lien. Et c'est ça qui est important. Quitte ton canapé. La surprise du jour. On a une petite surprise pour vous parce qu'on arrive déjà malheureusement à la fin. Dans le cadre de la préparation du synode, le pape François a souhaité s'adresser très largement aux jeunes, qu'ils soient catholiques ou non, et quel que soit leur milieu. Alors nous, à RCF Bruxelles, on s'est dit chiche. L'aumônerie de la prison de Saint-Gilles, qui est une commune de Bruxelles, s'est saisie de l'invitation du pape François et a invité des jeunes détenus à répondre au questionnaire proposé par les évêques de Belgique. Donc c'est un questionnaire qui est arrivé de l'extérieur de la prison à l'intérieur. Et c'est intéressant d'avoir et d'entendre les réponses. Jean-Guillaume de Mailly est allé justement à la rencontre des jeunes prisonniers. Et puis pour préserver l'anonymat, vous comprendrez bien que les prénoms ont été modifiés. On écoute ça. Alors ici, donc, qui peut t'accompagner quand tu fais des choix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide à faire ces choix? Est-ce qu'il y a une personne à qui tu dis, voilà, j'ai tel choix, et ça peut être quelqu'un de ta famille, quelqu'un ici dans la prison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide un peu,
En fait, c'est moi-même. J'essaie de faire des réflexions et la méditation. Je pense surtout les options et aussi l'évangile dans les cas. Ça m'a aidé beaucoup à faire des choix. Moi-même, la méditation. Le pape François a appelé tous les jeunes à participer au synode. À la prison de Saint-Gilles, de jeunes détenus découvrent le questionnaire des évêques de Belgique. Albert, depuis combien de temps est-ce que vous fréquentez l'aumônerie ? Alors je fréquente l'aumônerie pour la première fois depuis hier. Je viens d'arriver en fait à Saint-Gilles et donc j'ai rencontré l'aumônier il y a 3 jours et il m'a gentiment proposé effectivement de passer pour la première fois. Et je suis passé en même temps, vu qu'il parlait du débat, j'étais là. Je dis que je voulais bien participer en même temps. Même si je n'ai pas de connaissances, point de vue, théologie, etc., je me suis dit, chaque expérience est bonne à prendre. Aujourd'hui, on répond à des questions sur le synode. Est-ce que vous saviez avant de venir que ce seraient des questions sur le synode ? Je savais effectivement que ça allait être des questions sur le synode, car nous avons été avertis hier. Mais personnellement, pour moi, le synode, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, je suis venu apprendre, voir, communier, c'est le principe, entre guillemets. On est en prison, donc on est là aussi pour connaître de nouvelles cultures, connaître de nouvelles personnes. Et j'estime qu'au lieu de rester dans sa cellule à perdre son temps, autant mieux aller vers les autres et essayer d'élargir un petit peu son ouverture d'esprit. Qu'est-ce que vous pensez des questions du synode ? C'est facile d'y répondre ? Non, les questions ne sont pas simples. Les questions, en fait, sont assez compliquées dans le sens quand on nous demande à court terme, que pensez-vous faire ? À moyen terme, que pensez-vous faire ? Ou à long terme, que pensez-vous faire ? Savoir que quand on est là à très long terme, c'est des questions à laquelle qui sont très difficiles à répondre. Moi, je m'appelle Michael. Est-ce que c'était facile de répondre aux questions du synode ? Il y avait quelques questions qui sont un peu indirectes, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de différentes émotions que j'ai ressenties avec les questions. Donc, facile, non. Difficile, non plus. C'est question de prendre ton temps et voilà, et de bien répondre. Un reportage signé Jean-Guillaume Demaillet à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles. Et on arrive déjà au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté leur collaboration à cette émission. À la technique, Nicolas Demoulin et Philippe Faure. Merci encore à tous les deux. Et puis merci à RCF Liège pour le petit prêt de matériel. Jean-Guillaume Demailly pour ses reportages et le groupe Open pour la musique. Merci aux responsables de la pastorale des jeunes de Bruxelles, sans qui nous n'aurions pas pu du tout mettre en œuvre cette émission. Olivier de Coster. Mention spéciale aussi à Bénédicte Malfait. Merci beaucoup, Béné. Et merci à vous, Léo. Merci, Anne. Et vous retrouvez cette émission et des tas de choses sur le synode des jeunes sur rcf.fr. Il y a aussi rcf.be, ça marche très bien. Alors, bonne soirée à l'écoute des programmes de RCF. Le prochain Quitte ton canapé, ce sera le 28 mai à Marseille. On se lève des canapes. Olé! Et on se quitte avec le père Jason au chant et à la guitare. Resuscito. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que Él resucitó. Resucitó.
c'est